J'avais fait l'année d'avant, j'avais fait partie d'un truc qui s'appelait un atelier d'artistes d'été, tu vois. Et j'avais l'impression de me retrouver dans un truc où j'étais fonctionnaire. C'est-à-dire que tu as une somme pendant 2 mois dans un truc, à la fin tu as une expo, tu vois, tout est calibré comme ça, et ça me faisait chier. J'avais trouvé ça assez naze. Et on en parlait justement, et on s'était dit pourquoi on ne le ferait pas avec Air de Paris, notre pote Édouard Mérino, qui était à votre place ici il y a 23 ans ou 22 ans, je sais pas, et Florence Bonnefou, qui ont ouvert ensuite à Nice, les Galeries Air de Paris. Et on s'était dit, on avait envie d'un lieu de vie plus que d'un lieu d'exposition vraiment d'objets accomplis. Donc, je crois que c'était, ouais, enfin, apparemment, elle a fait école et vous en parlez encore, quoi, de cette exposition, c'est intéressant, tu vois. Bah, c'est plutôt les gens qui nous en parlent, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que tout le monde... C'est incroyable, ouais, parce qu'elle est historique, parce qu'on arrivait dans la galerie, boum, voilà, moi j'arrivais de la plage avec une serviette, salut, ça va, on ouvrait le frigo, tu vois, c'était ça la galerie, c'était vraiment un espace de vie dans lequel on dormait, dans lequel on avait la gueule de bois, dans lequel on faisait des dessins, dans lequel on vivait vraiment aux horaires d'une galerie, dedans on n'y dormait pas. Pas exagéré non plus, tu vois, sinon les mecs viennent te voir la nuit aussi pour dormir. Mais et c'était devenu plutôt que reprendre ces ateliers d'artistes d'été, comme ça on te finance un truc avec une expo, enfin là c'était vivre directement dedans. Et le lieu de création étant l'œuvre elle-même, avec les artistes à l'intérieur, etc. Donc on était aussi les premiers à trouver des sponsors, comme Jean-Paul Gaultier qui nous filait des fringues, et tout ça, des trucs comme ça. Et voilà, et puis on vivait un peu en autarcie, en autonomie. En même temps, on s'était fait copains très vite. Enfin, moi, je me fais très vite des amis partout. Et donc, si tu veux, après, ça devenait une vie de village, presque à la limite, dans l'intérieur du Venise, dans la galerie, tu avais une vie de village, il y avait le boulanger qui passait, tu avais le prêtre de l'église Saint-Rita d'à côté, etc. Donc, il y avait vraiment un lieu de vie. Et les gens arrivaient, ils disaient, mais on vient pour voir l'expo, les artistes sont pas là. Non, ils sont à la plage. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se baignent. Ils reviennent à quelle heure? Enfin, quand ils en auront marre de nager, quoi, tu vois, j'en sais rien. Démerdez-vous, allez les voir à la plage. Donc c'était ça le truc. Puis après, tu voyais les artistes arriver comme ça, ou alors ils sont au bar à côté, tu vois. Un truc comme ça, et avec cet endroit-là, la galerie était un point de rattachement, finalement. C'était la base, comme une base de données, ou une base de concentration, enfin, entre guillemets, hein, le mot. C'était le repère central, voilà, sur un échiquier géant. Et c'était assez intéressant parce qu'en plus c'était évolutif, qu'on créait des œuvres à l'intérieur, qu'on modifiait l'exposition, puisqu'il y avait quand même des choses à voir mais elles bougeaient. On pouvait aussi se permettre d'en vendre parce qu'on avait besoin de blé et en mettre une autre à la place, on n'en a rien à foutre, tu vois, et une démystification totale de la galerie. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'était quand même vachement intéressant. Et dès qu'on gagnait un peu de blé, moi j'allais à la Fnac, je me souviens, à l'époque c'était des cassettes, tu vois, j'achetais 3000 francs de cassettes. Tu vois, avec Pierre, choisis, prends tout ce que tu veux, prends tous les Clash, prends tout. Et on passait, tu vois, on achetait le dernier jeu vidéo, j'ai vendu une photo hier, vas-y, viens, on achète le dernier jeu vidéo. On essaie le dernier jeu vidéo, je sais pas si tu connais, tu vois, un Atari. C'était vachement marrant. Voilà. En même temps, il y avait des objets de pointe, en même temps, on présentait aussi des objets qu'on aimait nous. Un fauteuil de Ron Arad qui était sublime, je me souviens, tu vois, maintenant on en a un peu marre de Ron Arad, mais à l'époque, 90, Ron Arad, les premières pièces, c'est quand même sublime. Donc, un fauteuil martelé sublime, tu vois, des pièces comme ça, on mélangeait un peu les trucs, comme ça se fait maintenant un peu à Brooklyn. C'est-à-dire mélanger de l'art contemporain, du design, des objets. On l'a fait à ce moment-là, tu vois. C'était intéressant comme lieu de vie, comme cadre, etc. Ensuite, c'est vrai que ça a donné vachement d'impulsion, je pense, à cette ville à Nice, qui était une ville plutôt conservatrice. Les Beaux-Arts, c'était un endroit vraiment étatique, je dirais. Ouais, c'était vraiment un endroit, les Beaux-Arts de Nice, la Villa-Arson, c'était un endroit d'état, tu vois, il y avait Lavillé, machin, Boltanski, enfin, un truc comme ça, bien aligné, des grosses expositions d'été, formalistes et informelles, je sais pas quoi. Et puis dans ce cadre-là, à la Villa-Arson, tu as à la fois le centre d'art et l'école des Beaux-Arts. Et l'école des Beaux-Arts, ils attendaient plus qu'une étincelle, les gamins, tu vois. Donc ils ont vu des maboules arriver. Boum, ça a changé vachement de choses. Ils ont envoyé chier un peu leurs profs. Ça a modifié des comportements. Et ça a amené encore autre chose de là. Et ça, tu vois, c'était une énergie. C'était vraiment une énergie. Voilà. Merci, bonne nuit. Une bière, l'addition, un cendrier.